Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars depuis plus de 25 ans. C'est John ce soir pour vous accompagner dans cet épisode littérature consacré aux comics Star Wars, Histoire d'hyperespace Codebreaker, une mini-série sortie récemment chez Panini Comics. Mais pour parler de ce nouveau tome, nous ne sommes bien évidemment pas seuls, sinon ça s'appellerait un Star Wars Express. Non, ce soir je vais être un tonnerre d'applaudissements parce qu'on a un invité spécial ce soir. Nous avons Poe Dameron parmi nous. Bonsoir Poe, Les applaudissements sont où déjà? Sont ici? Bon, ben oui, écoute, je me suis dit tant qu'à avoir l'accessoire et on n'a pas eu rien sur Poe Dameron depuis quoi? 3-4 ans, là? Bon, fait que je voulais en profiter. Ça va bien, Jean? Super, ça va. On aurait dû puire Oscar Isaac aussi, parce que c'est l'acteur Ouais. qui joue. Superbe casque donc de ta collection de fameux casques Black Series, là. Facile à trouver quand même parce que c'en est un qui était pas cher. C'est l'époque où les casques étaient beaucoup moins chers et celui-là, entre autres, avait été pour faire de la promo pour un des films. Je me souviens plus lequel, là, mais je me souviens que moi, je l'avais pas payé cher. Et donc, tu vas nous porter ça toute l'émission, évidemment. Non, pas toute l'émission, parce que c'est pas long qu'il fait chaud quand même. Donc, c'est ça. On va essayer de durer jusqu'à l'hyperespace. Ok. Bah, avant ça, on va. L'audio, qui n'aurait pas vu, ben c'est ça. J'ai le casque sur la tête de Poe Dameron, donc c'est de cela qu'on parle. Ouais, tu fais bien de le préciser. Avant ça, nous allons saluer nos partenaires de Star Wars Littérature Québec, un autre groupe de fans, toujours de littérature Star Wars, qui sont disponibles sur Facebook, Instagram, et qui font aussi des podcasts dispo sur Spotify, YouTube, et depuis très récemment, depuis très récemment, ils sont disponibles sur Apple Podcast, Deezer et notre PodCloud, voilà. Donc ils s'ouvrent un petit peu encore plus à de nouvelles plateformes de diffusion de podcasts, c'est tip top. Et voilà, donc là, par exemple, en ce moment, pour juste leur actualité, ils ont posté une émission sur Dark Maul. Là, ils ont pas mal d'émissions sur Dark Maul, évidemment, vu l'actualité avec la série. Donc, il y a une émission Portrait Galactique sur le personnage et une émission où ils critiquent, on l'avait faite, là, cette BD-là, Black, White and Red. Voilà, pour notre partenaire. Avant d'aller plus loin, on en est où? Oui, WhatsApp, voilà. Donc un petit WhatsApp ou un gros WhatsApp, Francis? Non, rien de majeur dans le fond, que de la littérature là, ou quelques petits pops, là, mais rien d'exceptionnel. Sinon, ben, c'est la série Maul Shadow Lord. J'arrête pas de me mélanger dans le titre parce que la BD, la série de BD en parallèle s'appelle Shadow of Maul. Je mélange toujours les deux titres, mais fait que c'est ça. À la télé et en lecture pour Maul. Et on n'en avait pas parlé, mais est-ce que tu as lu en février, là ça remonte un petit peu déjà, il y avait le one-shot au Jar Jar qui était sorti. Oui, avec un duo de double Ahmed Best, si on peut dire. Parce qu'on avait Ahmed Best, le Jar Jar, et Ahmed Best, le Jedi. Et il participait, je crois, à l'écriture aussi. Hein? Oui, voilà, il était co-auteur avec, je ne sais plus qui était, c'était pas Marc Guggenheim peut-être, je ne sais plus. Enfin, il y avait un petit one-shot sympathique. Ouais, c'était super sympa. Et donc, on l'a lu récemment, donc voilà, ça fait partie du WhatsApp. Ça, plus, j'ai envie de faire un petit listing de toutes les nouveautés Audible exclusives qui sont sorties depuis quelques mois, là. Et en fait, c'est toutes des mini audiobooks entre 4 et 8 minutes. Donc, ça va aller très vite. Parce que, encore une fois, je ne vois pas trop. C'est comme on a déjà dit, des produits pour les plus jeunes et qu'on se demande vraiment, comment dire, où est l'idée là, derrière ça? Il n'y a pas de marketing non plus. C'est des petits. Je sais pas trop. Je pense que c'est pour. Ils se disent on va mettre ça aux enfants pour les endormir le soir. C'est quand même bizarre parce que même le contenu, niveau contenu, là, tu verras, il y en a un, enfin plusieurs, qui c'est en fait des résumés ultra rapides sur des personnages, mais que les enfants doivent connaître si tu regardes les films complets. Enfin, je sais pas. Là, juste pour le listing, on a par exemple la Poe, on parlait de Poe Dameron, Poe and the Missing Ship, qui est comme un extrait, ou plutôt pas un extrait, mais un résumé de la partie Poe de Before the Awakening de Greg Rucka, tu sais, ce fameux livre, sur comment Poe est rentré dans la Nouvelle République. Donc c'est pas mal, mais voilà, ça fait 4 minutes et ça te résume le truc. Autant écouter ou même lire le Before the Awakening de Greg Rucka, qui est très bien, et qui était jeunesse, ou peut-être jeune adulte, je sais plus. Enfin, c'était très lisible. C'était jeunesse, ouais. Voilà, en plus. Ensuite, on a eu Unlikely Ali,
qui est là un résumé rapide de la rencontre entre Ray et BB-8, et donc sur Jakku, là, avec l'échappée, la rencontre avec Finn, l'échappée en faucon, et c'est tout, voilà. Donc c'est vraiment des résumés de parties de film. On a X-Wing Attack, qui est la même chose, mais concernant la bataille de fin de l'épisode 7, donc Starkiller Base, du point de vue de Poe, là encore, à bord de son Black One, on en parlera de son Black One. Et on a le dernier, donc c'est Resistance Heroes, qui là résume la vie de Rey, des épisodes 7 et 8, parce qu'il est, il est surtitré, on va dire, Journey to the Rise of the Skywalker. Alors peut-être que c'est des audiobooks qui étaient disponibles peut-être dans d'autres pays à l'époque du film, mais ici au Canada, il est sorti en avril. Et voilà, et donc ça te résume Rey, mais juste avant l'épisode 9. Donc c'est vraiment bizarre, en 4 minutes, pareil. Voilà. Si ça vous intéresse, allez sur Audible, hein, tout ça c'est disponible sur Audible. Mais voilà. Nous, on l'écoute par complétisme, mais c'est bien tout. Voilà. Voilà pour les WhatsApp. Ensuite. Je disais, je doute aussi qu'ils soient traduits éventuellement, ces petits formats-là, hein, parce que les plus gros, là, les Audible exclusives ont été traduits, ont tous été traduits, entre autres ceux de la Haute République. Là. Oui, voilà. Mais là, des petites choses comme ça de quelques minutes, je doute fortement. Mais bon. Non. Et puis les exclusifs, les vrais récits de quelques heures, quoi. Donc là, il y a un intérêt certain, mais ceux-là, effectivement, c'est quand même bizarre, parce qu'encore une fois, ils picorent un petit peu ici et là, et puis ils te font un résumé de quelques minutes, oui, pour endormir les enfants, comme tu disais. Bref, en tout cas, ça existe, et voilà, on le mentionne. Les émissions récentes, Francis, est-ce que tu pourrais nous énumérer? Oui, ben, l'émission est enregistrée, c'est pas clair exactement quand est-ce qu'elle va sortir, parce qu'il y a eu, on a déjà enregistré aussi celle sur Dr. Afra, mais qui est peut-être reportée notre émission parce que la sortie de l'album a été reportée d'une semaine. On ne sait pas trop pourquoi, mais ça fait partie de ceux qui ont un numéro, qui ont une variante exclusive au site de Panini, exclusive à l'Europe aussi, hein, pour rappel, on ne peut pas l'avoir de ce côté-ci de l'Atlantique. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a eu un petit problème d'impression. Aucune idée. Sinon, évidemment, c'est les émissions sur Maul qui se poursuivent sur la série de télé, Maul. Parce qu'en passant, aujourd'hui même, on a eu l'info que la version française, l'album, version française de la mini-série BD, comics Shadow of Maul, va sortir en septembre chez Panini en français. Et on n'a même pas de date en anglais encore. Donc, c'est quand même pas pire. Ça va peut-être faire partie des albums qui sortent avant en français. Sinon, on avait Aude, si je ne m'abuse, qui a fait une interview aussi avec un membre de la communauté en France, un YouTuber bien connu. Mais je ne ferai pas semblant que je le connais là, parce que c'est pas le cas. Donc, je vais le découvrir en écoutant l'émission. Sinon, écoute, c'est pas mal ça que je crois qu'on avait là récemment. Mais comme je vous dis, il y a un épisode par semaine sur la série télé. Là. Donc, c'est ce qui prend toute la place. Effectivement, une actualité dominée par le senior site, enfin l'ancien senior site Dark Maul. Alors, lance pas un débat ce soir. Là. Ouais. On peut en parler si tu veux. Mais de toute façon, j'ai toujours pas regardé la série, donc il faudrait que je la commence vite. Ah, ouais, je te conseille prochainement. Je suis en retard. Oui, j'ai hâte. Et je confirme un petit détail, ceux qui ne l'auraient pas encore débuté, la série Comics, qu'on se le demandait avec Seb la semaine dernière quand on a fait notre émission sur la série de télé. Mais effectivement, tout le comic semble être préquel à la série télé. Donc, parce que, tu sais, vu que ça sort entrecalé, des fois, c'est bien synchronisé, puis les histoires se suivent. Mais là, non. Il y a des personnages dans la série comics qui nous font comprendre que ça se passe avant, puis des événements, là, que ça se passe vraiment avant la série télé. Fait que pourquoi ils n'ont pas sorti tous les comics avant oui, c'est ça. la série télé, ça, c'est un mystère. Ouais. Mais bon, peut-être il y a peut-être quelque chose d'intéressant là, qui est mené dans un numéro qui spoilerait ou je sais pas. Là. Fait que bref, allez découvrir ça parce que de mon point de vue, et la série télé et la série comics valent le détour. Et oui, parce que là, on est à 4 épisodes de la série télé et 2 épisodes. Le deuxième issue est sorti la semaine dernière de Maul. Et c'est très très bon. J'ai lu que le comics, et oui, effectivement, c'est très bon. Ça donne envie de lire, de lire la série. Enfin, de regarder la série. On va y arriver. On est bon pour l'intro. On a tout fait. Émission récente, WhatsApp. Donc, on est prêt à passer en hyperespace. Stories. Ouais. Écoute, on va juste rappeler aux gens d'aller aussi voir nos propres réseaux sociaux. Donc, évidemment, sur Facebook, Instagram, X, encore dire Twitter, mais Thread, Blue Sky et évidemment sur notre Discord. Et sur Facebook, n'oubliez pas les pouces, les partages, les cloches, etc. Ça fait une grosse différence.
Moi, je suis toujours stupéfait de voir la quantité de gens qui nous écoutent sans être abonnés. Ça, c'est quelque chose qui m'échappe un peu. Entre autres aussi sur YouTube, on rappelle qu'on avait fait partie d'une purge. On était, puis pas juste dans le monde francophone, mais en anglais aussi. On avait perdu la totalité de notre chaîne Facebook et donc de nos abonnés il y a quoi, 1 an et demi peut-être maintenant, Jean? C'était pendant l'été, là. Fait qu'on vous invite, par exemple, si ça fait des années que vous nous suivez, puis qu'autrefois vous étiez abonné à la page Facebook, on vous invite à vous réabonner parce que, comme on vous dit, il faut rebâtir cette communauté-là, en tout cas sur Facebook. Exactement. Voilà. Allez, on part en hyperspace. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. De retour de l'hyperespace où Francis a droppé le casque. Donc ça c'est pas long qu'il fait chaud, hein, je te confirme. J'ai eu chaud. Donc, on y va avec le synopsis, Jean? Vas-y, je t'en prie. Ça se lit comme suit. Donc, Poe Dameron et son droïde BB-8 sont envoyés en mission secrète pour récupérer un appareil de décryptage que le Premier Ordre utiliserait pour pirater les communications de la Résistance. Mais Poe découvre vite que cette technologie est en réalité une jeune fille brillante, retenue captive. La mission prend alors une toute autre tournure. Il doit désormais tout faire pour la sauver. Voilà. Ah oui, d'accord. J'avais même pas lu le résumé militaire. Il spoil quand même pas mal la fin du premier numéro, mais bon. Ouais, exact. Ben, disons que dès que tu as lu la couverture du deuxième numéro, t'es déjà spoilé. Voilà. Et donc, on va revenir. Je peux donner les specs si tu veux, je les ai devant les yeux. Je les avais aussi, mais je t'en prie. Ah ouais, vas-y. Je suis désolé. Non. Je voulais juste, avant ça, donner un petit rappel de ces histoires d'hyperespace, voilà, Hyperspace Stories en VO, qui est le pendant, en fait, Dark Horse de ce qu'étaient les Star Wars Adventures, si vous vous rappelez, chez IDW, donc des comics plus jeunesse, ou en tout cas catégorisés comme tout âge. Et nous avions déjà eu comme une série principale, Hyperspace Stories, sortie en 3 tomes. Comme cette série était achevée chez Dark Horse, mais ils ont commencé à sortir plein de mini-séries titrées Histoire d'hyperespace, avec chacune leur sous-titre. Donc là, on a Codebreaker. On a eu en décembre dernier, chez Panini, on a eu la série The Bad Batch, qui en fait partie de cette gamme-là, en tout cas. On a une nouvelle série The Bad Batch qui sortira plus tard dans l'année également. Et on a eu le Tides of Terror, comment? C'est les vagues de la terreur, je pense, en français. Vagues de terreur. Voilà, qui sortira justement en France. Vagues de terreur, ouais. Vagues de terreur. Pas oublier non plus j'allais dire en anglais les graphiques novels, les romans graphiques. Donc, on a eu celui de Qui-Gon l'été dernier, puis il y a celui de Grievous qui s'en vient cet été, au mois d'août, en français. Et puis qui vient juste de sortir en anglais la semaine dernière, je pense. Oui, voilà, c'est ça. Il est sorti il y a quelques semaines en VO. Ouais. Puis écoute, dans tous les cas, c'est ça. Dark Horse libelle ça comme Hyperspace Stories comme étant, c'est ça, son label là, à lui. Par contre, chez Panini, on va refaire le commentaire. On l'a déjà fait sur je ne sais plus quel album, peut-être sur lui de Qui-Gon, mais ils ne mettent pas le titre sur l'album. Ils mettent juste Histoire de l'hyperespace. Donc, c'était le cas sur celui de Bad Batch. C'est le cas. Fait que s'il vous plaît, Panini, je veux dire, Histoire de l'hyperespace, c'est la collection. C'est ça. Est-ce qu'on peut avoir un titre sur l'album? Tu fais bien de le mentionner, parce qu'avec la collection, la série principale en 3 tomes, ça va porter confusion. Ils vont croire que c'est peut-être la suite. Alors que c'est des séries indépendantes. Voilà. Toutes les séries sous-titrées. Déjà à l'époque, Histoire d'hyperespace, on les avait pas critiquées. Peut-être qu'on les critique un jour, ces tomes-là, mais c'était des histoires indépendantes. C'était un peu le modèle qu'il y avait chez IDW aussi, là, des petites, vraiment des petites histoires pour les plus jeunes. Le lien commun entre toutes les histoires, c'était un toutou. Ça vous donne une idée du public, c'était pas nous. Là. Une poupée pour les. Une poupée, un toutou. Bon. Mais toutou en français, je crois que ça veut dire petit chien, si je dis pas de bêtises. Ah, ben là, ok, ouais. Non, mais c'est intéressant. C'est une peluche, si vous préférez. Donc, voilà. Une peluche de, c'était quoi, dans du Wookiee, je pense, ou de Ewok, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça, effectivement. Fait que ça n'a aucun lien, c'est ça. Là. Mais c'est ça, si Panini continue à mettre sur ses albums le titre de la collection et rien d'autre, je suis désolé, vous faites juste créer de la confusion. Ah, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. En plus, on va avoir 2 albums Bad Batch.
Ouais, là aussi, encore Titre plus de dessus. confusion. Bon, et en tout cas, la C'est- Codebreaker, ça va être plus simple parce que voilà, ce tome-là, c'est focus, donc tu l'as dit, sur Poe Dameron et son fidèle compagnon BB-8. C'est une mini-série en 4 numéros, et c'est toujours le cas, hein, pour ces mini-séries, c'est toujours 4 numéros de toute façon. C'est sorti de avril à décembre 2025 en VO. Et c'était un peu pour célébrer les 10 ans de l'épisode 7 d'ailleurs. Il avait été annoncé un petit peu comme ça. Ah, Et le tome relié est sorti en VO le 24 mars chez Dark Horse et donc ce 22 avril chez Panini en français. Donc bravo à Panini quand même pour la traduction en même pas un mois, quoi. Donc c'est cool ça. Et donc le tome est proposé à 16 € pour environ 100 pages, 104 pages. Voilà, voilà. Niveau de temporalité, nous sommes entre 31 et 34, donc 34 ans après la bataille de Yavin, donc un petit peu avant The Force Awakens. C'est bien ça? Je crois bien. on est, ouais, exactement. Puis, 30, non, ouais, c'est ça, un tout petit peu avant ouais, le réveil de la Force, là. c'est ça. Par exemple, voyons, Poe Dameron n'a pas encore son chasseur noir, là, si je ne me trompe pas. C'est encore une série qu'il y a avant qu'il soit détruit, justement. Je crois que c'était dans la série, justement, la première série de Poe Dameron de Charles Soule, Ah oui, c'est vrai. il y a 4-5 ans, là, que c'est ça, on voyait tout ça. Sinon, je te corrige, Corrige-moi. très légère coquille, genre, sur les histoires des espaces. Là, ça donne que c'est 4, mais tu vois, les 2 Bad Batch, c'est 5 numéros. Ah, mais tu vois, mais voilà, tu as bien fait de me le dire. Fait que ça ne Effectivement. semble pas être un, Ouais. comment dire, de dogmatique. Ok, ok. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'auteur, c'est Ethan Sachs. Alors lui, Oui. on connaît bien, parce que c'était l'auteur de la série régulière à l'époque de Bounty Hunters, qu'il a tenu tout seul, du premier au dernier numéro. Donc c'est 42 numéros en presque 4 ans, de 2020 à 2024, quand même, c'est pas mal. Il avait commencé sa carrière en 2019 avec un spécial Age of Republic. Puis il avait enchaîné sur la mini-série Galaxy's Edge, puis Allegiance, pour enfin commencer donc Bounty Hunters. Il était aussi revenu sur la mini-série Halcyon Legacy, donc entre Galaxy's Edge et Halcyon Legacy, c'était un peu le gars qui était un peu envoyé sur toutes les adaptations, on va dire, de parcs et d'extensions de parcs. Disons un auteur de commande. De De commandes, commande commerciale. pour des espèces de produits commerciaux. Et ce qui est drôle, c'est que là, prochainement, il sera sur la nouvelle mini-série Galaxy's Edge sous-titrée Echoes of the Empire, qui est donc une nouvelle mini-série en 5 numéros qui là C'est se focus surprenant. ouais, sur le Galaxy's Edge, mais sur le fait que voilà, les personnages, si vous n'êtes pas au courant, dans les parcs Disney, voilà, les personnages de la trilogie originale visiteront Galaxy's Edge et Batuu, et pour ça, pour fêter ça, ils ont décidé de se faire une petite mini-série en comics avec les héros de la trilogie originale se rendant sur Batuu. Et c'est du côté de Marvel, hein, si je ne me trompe pas, celle-là. C'est ça, c'est du côté de Marvel, effectivement. Et pour finir avec Ethan Sachs, avant que tu nous en parles, toi, un petit peu, et ta fameuse rencontre, il a fait aussi la mini-série Jango Fett juste après avoir terminé Boba Fett. Et puis ensuite, Codebreaker juste après Jango Fett. Donc tu vois, ils enchaînent quand même pas mal. Je crois qu'il a officié aussi sur un Boba Fett Black, White and Red là, à l'automne. C'est vrai, Il fait des fois des petites, des petits one-shots comme ça. Écoute, oui, c'est ça. Il était au Comic-Con de Montréal l'été dernier. Là, donc, on était allé le rencontrer, moi et Tamara. Personnage très sympathique. On avait discuté pas mal, entre autres. Il aimait bien Montréal et le Québec en général parce que sa fille étudie à l'une des universités de Montréal. Je crois que c'était à McGill ou à Concordia. Donc, bref, fait que moi, je lui ai expliqué comment il faut. Nous, on déteste Montréal, les gens de Québec. Donc, c'est beaucoup mieux Québec que Montréal. Non, mais blague à part, on salue les Montréalais qui nous écoutent. Le gars est super sympathique. Justement, il nous a expliqué certains. J'ai posé toutes sortes de questions là, sur justement le processus, comment que ça fonctionne. Le processus de, est-ce que c'est lui qui soumet un pitch comme là, mettons, par exemple, sur Poe Dameron? Est-ce que c'est lui qui a dit hey, j'ai une idée d'histoire sur Poe Dameron? Mais non, il confirme que c'est des. Comment dire? C'est comme s'il était dans une écurie, là, comme justement, là, comme avec plusieurs autres auteurs, puis à un moment donné, il dit il reçoit une commande, OK, c'est ton tour, on voudrait que tu écrives sur tel sujet. D'accord. Essentiellement, mais on avait eu aussi dans d'autres entrevues des auteurs de romans aussi qui nous avaient expliqué que avec les romans aussi, c'est comme ça que ça se passe. D'accord. Donc, à part, j'imagine, des cas exceptionnels, là, justement des Charles Soule ou des Timothy Zahn, là, mettons, dans les romans. Mais ouais, c'est ça. Les auteurs, en général, c'est sur commande comme ça. Donc, je ne sais pas si lui est tanné d'avoir des commandes très commerciales, comme c'est ça, les Galaxy's Edge, puis Halcyon Legacy.
Mais bon, c'est ça. Moi, j'ai fait autographier un Galaxy Z, ouais, c'est ça. Ah, excellent. Mais c'était des histoires sympathiques, mais après, ben, tu sais, c'est sûr que vu que c'est aussi pour être vendu sur place, hein, parce que pour rappel, Alcyon, c'était un hôtel, là, ça comment dire, ça a fait capote. C'est beaucoup trop cher pour ce que, malheureusement, là, pour. C'est 5000 pièces la nuit. C'est ça, là, ça n'avait aucun sens. Là. C'était un projet pour faire à Dubaï, là, pas C'est ça, exactement. aux États-Unis. Mais au-delà de ça, les romans, c'était la même chose. Il y a un petit côté pour être acheté sur place. Là, puis pour, par exemple, lire dans l'avion quand tu retournes, ou des affaires de même. Fait que là, souvent, le défaut de cette série-là, c'est qu'il y a un côté caméo extrêmement nombreux. Puis c'est toujours le cas. Bon, c'est pas le cas aujourd'hui. Là, on est vraiment sur une série qui suit là, vraiment là, une intrigue qui suit en 4 numéros. Fait que ça, écoute, moi, on en avait parlé, c'est ça, quand on s'est rencontrés. Et puis, ben, c'est ça, moi, c'est ce que j'ai expliqué, que j'avais beaucoup apprécié la série de Charles Soule à l'époque. Oui. Fait qu'il m'avait dit qu'il s'était quand même un peu inspiré aussi de certaines affaires ou de trucs qu'il y avait là-dedans, puis on va en parler tantôt un peu en partie spoilers, mais que justement, quand il a lu la série de Charles Soule, ça lui a donné des idées. Là. Ah, tiens, ça pourrait faire ci, c'est ça. Ouais. Donc, voilà. Fait que, auteur très sympathique, je vous invite à aller discuter avec lui si vous le croisez dans une convention. Ouais, il a l'air en tout cas. Et au dessert, alors par contre, on n'a pas de photo parce qu'il s'agit de Mark Yarza. Et lui, c'est un tout nouveau dans la galaxie Star Wars, hein, c'est sa toute première contribution. Ouais. Et même sa carrière dans le comics en général, il a l'air de débuter parce qu'il n'est pas crédité sur grand-chose. Moi, je l'ai vu sur du Cendrillon de Zenoscope. Alors, si vous ne connaissez pas Zenoscope, on peut en discuter en privé si vous voulez. Je suis un grand amateur de ces comics-là, mais si... Okay. Regardez les couvertures. Honteux un peu de la manière que tu en parles. Ben, regardez les couvertures, tapez Zenoscope Comics et puis vous allez voir quoi. Bref, c'est spécial, on va dire. Et en plus de ça, il a fait du Werewolf, du Dracula, du Frankenstein chez le tout petit et pas très connu du tout éditeur de comics Zombie Love Studios, qui est une maison d'édition créée par Rodney Barnes. Et Rodney Barnes, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais c'est lui aussi un auteur Star Wars, notamment qui a fait du Lando, qui a fait toutes les adaptations de Mandalorian et Ahsoka, là, qu'on a critiqué récemment. Inquisitor, c'était lui. Han Solo, Hunt for the Falcon, ce sera lui. Fait qu'il a sa propre maison d'édition. Voilà, qui a sa propre maison d'édition, qui publie apparemment, c'est des monstres d'Universal qui sont tombés dans le domaine public, là. Dracula, tout ça. Frankenstein. Et donc, on imagine, enfin, moi, j'imagine bien M. Barnes conseiller Mark Yarza, donc, à Dark Horse pour cette mini-série. En tout cas, bon, on parlera des dessins, de ce qu'on en pense après. Mais la coïncidence était rigolote, quoi, voilà. Et aux couleurs, on a Nicolas Riggi, ou Riggi. Voilà un petit peu pour les specs. Le résumé éditeur, tu l'as fait. On y va avec nos avis, Francis? Qu'est-ce que t'as pensé? Avis rapide. Écoute, je te laisse commencer. Ok, ben, j'y vais. Alors, je vais revenir un petit peu sur ce que tu disais sur la série de Charles Soule. Moi, je suis déjà grand fan du personnage. Dès son apparition dans l'épisode 7, l'acteur, j'ai accroché direct. Beaucoup ont accroché direct à ce personnage-là. Il est devenu un peu un fan favorite des films très rapidement, j'ai l'impression. Et l'annonce d'une mini-série sur lui chez Dark Horse, ça m'a fait grandement plaisir. Et donc, concernant cette série-là, c'est pas vraiment une mini-série, mais c'est une série d'une trentaine de numéros quand même, de 5 tomes, c'est ça, de Charles Soule de 2016 à 2018. 6 tomes, voilà. Ouais, ça, c'est la 6e. Et on peut peut-être mentionner, c'est rare que ça va très souvent, il y a des histoires qui partent fort et que ça décline. Cette série-là, c'était l'inverse. De mon point de vue, chaque numéro est meilleur que le précédent, jusqu'au summum, là, le dernier. Et bien voilà, ce qui est drôle, c'est qu'on se connaît depuis un petit moment, Francis, et à chaque fois, je te dis, ben écoute, le Podamron, j'ai commencé le premier tome et j'ai jamais continué. Premier tome que j'ai beaucoup aimé. Et tu m'as toujours dit, mais c'est vachement bien. Ouais, moi, j'ai pas du tout aimé le premier. Ouais, ok. Bah écoute, si ça va. Ouais, avec une créature géante, là, bref. Ouais. Donc, mais en tout cas, je l'ai lu il y a longtemps. J'ai quand même zappé ce qui se passe dans ce tome-là. Donc il va falloir que je me refasse toute la série. Et justement, cette mini-série m'a motivé pour m'attaquer enfin à ce pan du canon qui me manque. J'ai un trou dans le canon et Podamron. Ouais, écoute, toutes sortes de références, évidemment, à la trilogie, la postlogie de films, mais aussi à des romans, écoute, à des... Fait que, bref... Puis on va piger dans le prélogie aussi, même si on est à la postlogie, là, il y a beaucoup de sessions de retour en arrière, un peu comme aujourd'hui. On en parlait tantôt. Ah oui, donc ça donne envie, on fera ça là. Tu vois, il y a un petit trou là niveau littérature en ce moment, on est un petit peu moins inondé.
de publication, donc on va se faire ça, là, la peau d'Amande de Charles Soule. En tout cas, pour cette série-là, moi, Ethan Sack, moi, je l'aime bien. J'ai beaucoup aimé, moi, sa Bounty Hunters. Même, alors, c'est en dents de scie, hein, il y a des passages super bien, Ouais. des passages un peu moins bien. Mais overall, moi, j'ai vraiment aimé beaucoup aimé cette série. Très action dans le principe, mais voilà, qui a revivé des personnages comme Valence, on se rappelle. Des arcs super intéressants. Moi, vraiment, Bounty Hunters, j'en garde un très bon souvenir et je le conseillerais à tous ceux qui voudraient se lancer dans cette série-là, hein, Bounty Hunters. Tout le reste, tout ce qui est commercial, Halcyon Legacy et Galaxy's Edge, c'était pas mal. Galaxy's Edge, particulièrement, j'ai plutôt bien aimé, plus que Halcyon, qui est un peu plus Ouais, je passable, on va suis dire. entièrement d'accord avec toi. Voilà. Entre autres, de l'origine, si on peut appeler ça de même, ou en tout cas, des sarlaccs. Oui, voilà, dans Galaxy's Edge. Donc, Ouais. les sarlaccs, c'est pas que Ouais. sur Tatooine. Donc, Mhm. fait qu'aller lire Galaxy's Edge, moi, j'avais. Je pense pas que c'est lui qui avait créé ça. Je pense qu'il avait pigé ça dans la légende, là, quelque Peut-être, part. ouais. Mais bref, des belles surprises dans cette petite. Ouais, c'était intéressant. Et puis il y avait une structure intéressante aussi avec Han Solo et qui voilà, avec plusieurs histoires. Enfin bref, c'était assez sympa. Mais en tout cas, de manière générale, moi, Ethan Sachs, un scénariste que j'aime bien. Et là, cette mini-série, je trouve que le scénario également, il arrive à le rendre très intéressant. C'est classique, mais efficace, tu vois. En même temps, c'est un comics estampillé tout âge, on l'a dit. Donc le ton est relativement léger, tu vois, tu as quelques blagues. En même temps, c'est Poe Dameron. C'est le Poe Dameron des films, on le reconnaît très bien. Donc il est un peu blagueur, il est très bien écrit, on le reconnaît très bien en mode, comment t'appelles ça? Tu sais, il est ultra confident, voilà. Il est hotshot, comme ils disent dans le comics. Confiant, ouais. Super Confiance en soi. confiant, donc voilà, donc on reconnaît très bien. Moi, ça me fait plaisir, c'est vraiment un pan du personnage qui me plaît énormément. On a même son fameux come on qui dit à chaque fois quand il y a un truc qui marche pas dans son réseau. Bref, classique et efficace, voilà, ça serait pour résumer un peu l'histoire du truc. Et puis on a les dessins. Alors, moi j'ai été très agréablement surpris par ce jeune dessinateur, donc Marc Yarza, avec un style très jeunesse, du coup, avec des visages plutôt jolis, assez reconnaissables. On reconnaît tout, hein, que ce soit les vaisseaux, les droïdes, les aliens, tout, les personnages qu'on connaît, les acteurs, ça va. Des belles planches d'action, donc c'est bien dynamique aussi, c'est assez rythmé comme histoire, je ne l'ai pas dit aussi, mais Tan Sax, on l'a vu avec Bounty Hunters, ça n'arrêtait pas. Là, c'est un peu pareil. C'est du blockbuster style. Là. Ouais. Voilà, c'est ça pète dans tous les sens. Dans ce cas-là aussi, hein, ça pètera dans tous les sens, on s'ennuie pas, il n'y a pas vraiment de ventre mou. Le découpage des cases est super sympa aussi, bien dynamique. Moi, il y a un poil de critique à dire sur certaines cases. On le verra peut-être si j'arrive à afficher cette fois Ouais, on va parler de Georges Gentil aujourd'hui. Ah, tu trouves? Je trouve qu'il y a du Georges Gentil une fois de temps à autre. Là, Ah ouais. Moi, si j'avais quelque chose à critiquer, ce serait juste les cases blanches, tu vois, les fonds blancs, voilà. Avec juste, il y a un peu trop de fond blanc, mais à part ça, non, moi j'ai bien aimé. Et des pages entières magnifiques aussi, on en montrera, vous verrez. Donc ça transcende pas grand-chose. On n'en apprend pas plus sur Poe Dameron que j'imagine dans la série de Charles Soule, qui s'est allée sur 31 numéros, une trentaine de numéros. Donc là, sur 4 numéros, évidemment, tu peux pas trop développer grand-chose. Non, on n'en apprend pas plus. C'est pas ce genre de série-là. Non, voilà. Mais j'ai passé un excellent moment de lecture et surtout de relecture là en tome. C'était beaucoup plus clair que à l'époque. Je t'avoue que c'est vrai qu'en issues, c'était un peu le bazar. Je me rappelle plus trop ce qui s'était passé la fois d'avant. Là, tout d'un bloc, c'était quand même très très cool et Poe Dameron et BB-8 aussi sont super cool à retrouver, quoi. Voilà. Écoute, tu as déjà beaucoup dit sur l'histoire, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai bien apprécié, même si évidemment que ça révolutionne rien. Là. C'est une mission de sauvetage. Je veux dire, si on veut résumer en une phrase, là, c'est ça. Moi, c'est au niveau graphique que j'ai été très déçu. Vraiment, je trouve que à mesure aussi que Dark Horse fait ses petits projets, parce que c'est rendu qu'il y a plus de comics Dark Horse que Marvel. Chez Star Wars. Mais je trouve que leur écurie de dessinateurs, malheureusement, pêche un peu, si je peux prendre cette expression-là. Et là, c'est dédoublé, si on peut dire, ou c'est combiné avec le coloriste. Je suis en train d'aller chercher son nom, là, c'est Nicolas Righi. Ouais, tu l'avais nommé tantôt. C'est ça. Ni les couleurs, ni les dessins m'ont impressionné. Là. Je trouve que c'est ça. Tu mets, par exemple, quand Ethan Sachs, je ne sais pas si tu te souviens, le premier numéro de Bounty Hunters, c'était magnifique. Ah, super. C'était les couleurs, c'était magnifique. Je me souviens, entre autres, c'était avec Bossk beaucoup. Puis, tu sais, Bossk, je veux dire, c'est quand même que ça demande du travail, là, dessiner Bossk en pleine bataille. Fait que, bref, c'est ça. Je trouve ça malheureux parce que je pense qu'ici, ça aurait vraiment gagné à avoir un meilleur dessinateur.
Entre autres, c'est pas un gros spoiler de dire que le personnage de la fillette ou de la fille là, que Poe Dameron va essayer de sauver, c'est une Moon, hein, donc la race là, du clan bancaire ou de Darth Plagueis, tout ça. Et honnêtement, il faut le savoir que c'est une fille, là, parce que c'est peut-être parce qu'elle a le crâne rasé aussi, là, on la voyait sur la couverture tout à l'heure. Moi j'ai envie de dire, c'est la race qui est comme ça, quoi. Là. Il y a des races où les mâles et les femelles, les femmes et les hommes, c'est ce que j'ai supposé, je peux aller vérifier. Voilà, donc moi je m'imaginais ça. Je suis d'accord avec toi, on a du mal à savoir si on ne dit pas que c'est une fillette, tu ne devineras pas, mais moi je me suis dit, c'est une Moon, ils ont une apparence particulière, donc pourquoi pas. Sinon, c'est ça, un petit peu d'inconsistance, comment dire, d'une case à l'autre là, sur certains visages des fois, puis c'est ça, quand je disais le réflexe Georges Gentil, là, certains visages un peu vides, là, tu sais, que c'est un peu plus, c'est un bonhomme sourire là, dans un rond jaune. Là. Ah oui, tiens, j'ai pas alors que sur d'autres planches, là, il y a beaucoup plus de travail. Fait que moi, quand je dis inconsistance, là, c'est dans ce sens-là. Là, que c'est d'une page à l'autre, d'une planche à l'autre. C'est malheureusement pas toujours égal en travail. Puis, comme je disais, c'est ça. C'est parce que c'est une mini-série d'action. Donc, j'ai l'impression qu'avec un dessinateur un peu plus style, justement, soit manga ou quelque chose de ce style-là. Même si tu l'as nommé, là, le découpage dynamique, tout ça, là, ça c'est quand même bien. Mais c'est ça. Je sais pas, j'ai du mal beaucoup avec le style de cet auteur-là. Je suis super surpris là, parce que je suis complètement à l'opposé de ton spectre là. J'ai justement trouvé que c'était très adapté avec les couleurs et très chouette. Ah ouais? Écoute, c'est ça. Comme quoi, l'aspect esthétique, des fois, hein, c'est vraiment... Oui, effectivement. Ah oui, tu me surprends énormément là, sur le coup. Ouais, effectivement. J'ai trouvé ça très beau et toi, du coup, tu étais un peu plus... comme je te dis, il y a certaines pages très belles. C'est ça qui me travaille un peu. C'est que malheureusement, peut-être j'accroche à ce qui est moins beau. C'est ça qui est dommage. Parce que, par exemple, tout ce qui est technologie, vaisseau, casque, armure, tout ça, c'est très bien. Là. Ça, j'ai pas repéré. Il y en a qui ont bien de la misère avec les casques de Stormtrooper, par exemple. Là, ici, on a plusieurs. Mais tu sais, c'est ça, par exemple, je suis devant une planche que, tu sais, faut. Je veux dire, s'il n'y avait pas BB-8, on ne devinerait pas que c'est Poe Dameron qui est avec lui. Parce que là, il est déguisé en impérial à ce moment-là. Je veux dire, du visage, tout ça, il n'y a absolument rien qu'on reconnaît Poe Dameron sur cette planche-là. Fait que c'est ça. C'est vraiment, ça varie d'une page à l'autre. Ok. Pour ceux qui ont la vidéo, là, on diffuse quelques images avec la fameuse... on n'avait pas dit qu'on tombait en spoilers tout de suite, Jean, mais au pire, on peut mettre tout de suite l'alarme spoilers. Non, mais vu qu'on spoilait le fait que ce soit une mission de sauvetage avec une Moon, bon, là, j'ai mis quelques images, c'est pas un récit qui va vous transcender, donc le fait de savoir ça. Mais c'est pour illustrer un petit peu tes propos, c'est vrai que j'ai un peu de mal à voir là où le bas blesse, hormis ces cases blanches. Mais oui, effectivement. Mais le comparé à Gentil, c'est rude, mais écoute, j'accepte tes critiques. Non, mais évidemment que c'est ça la différence avec Georges Gentil, c'est que c'est toutes les cases et toutes les pratiquement là, qui sont à chier. Là, c'est pas ça du tout. Là. C'est vraiment pas ça que je veux. Ouais. C'est peut-être un style que tu accroches moins. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi, pour avoir choisi un débutant. C'est qu'ils ont, c'est quoi, ils ont plus le choix, Dark Horse ou Marvel, ou je sais pas, pour du Star Wars, comme dirait Loïc, c'est quand même du Star Wars, donc c'est bien d'avoir un petit peu de talent. On sait comment la franchise coûte la peau des fesses, là, la franchise Star Wars, que ce soit chez Lego ou pour Pocket, pour les romans, ou etc. Donc, c'est sûr que c'est la même chose. Bon, Marvel fait partie de la même maison, on va dire. Là. Fait que peut-être qu'ils ont un rabais sur la franchise. Mais bref, c'est ça. Moi, ça m'échappe là, que tu ne mettes pas le haut du panier, là, tes meilleures équipes tout le temps. Là. Fait que, bref, mais c'est ça. Côté histoire, j'ai quand même trouvé ça intéressant. Puis, c'est ça, on va en parler en spoilers, mais il y a un petit détour vers la prélogie. Là, c'est pas du flashback, là, mais c'est juste ça, j'ai trouvé ça très, très plaisant. Ça m'a rappelé justement la série de Charles Soule. Donc, voilà. Ok. Écoute, les notes, c'était en fin d'émission, si je me rappelle bien. Donc, on passerait en partie spoiler. Là. Ça marche. Et de retour en partie spoiler, on commencera donc par un petit résumé. Alors, vous verrez, c'est pas très long, il ne se passe pas grand-chose, c'est 4 numéros.
Donc, on est parti, on nous introduit donc direct Poe Dameron et BB-8 dans leur célèbre Black One. Mais justement, tu mentionnais le fait qu'on ne voyait pas le Black One. On le voit vite fait au tout début, dans une espèce de petite mission, où ils viennent à la rescousse d'une navette de la Nouvelle République, attaquée par des pirates. Et donc voilà, ça c'est vraiment une mission d'introduction, un petit peu la James Bond, tu vois, qui commence dans une mission, mais là c'est pareil, tu vois. Et directement après cette mission-là, ils vont être envoyés en mission secrète pour la résistance par Leia, une mission d'infiltration qui consiste à trouver et à détruire un device utilisé par le premier ordre qui décrypterait les codes de la résistance. D'où le titre, Codebreaker. Donc ils doivent détruire le Codebreaker. Ils se rendent donc sur Nar-Kaga, une nouvelle planète, la Nar-Kaga, de l'espace Hutt, donc Nar-Shaddaa, Nar-Uta, donc maintenant il y a Nar-Kaga. Leur squadron vont se faire attaquer par des TIE Fighters, commandé par un mystérieux ace pilot qui s'appelle Banshee de Bestine. Alors ne cherchez pas, hein, c'est un personnage totalement original à ce comics-là. Et ce n'est pas Ochi de Bestoun, hein, c'est bien Banshee de Bestine. Ouais. En même temps, ouais, est-ce qu'on aurait aimé avoir... déjà, il est mort à cette époque-là, peut-être. Ouais, il pourrit dans un désert. Là. C'est ça, exactement. Ouais, non, le clin d'œil n'est pas subtil, mais c'est un pilote de chasse avec un modèle de casque à part qu'on a déjà vu dans la série Résistance, si je ne me trompe pas. Là, il y avait comme un pilote de chasse, un house, du premier ordre. Là, fait que je pense que c'est un peu le même modèle. OK. Dans un intercepteur, au lieu d'être un TIE Fighter traditionnel, hein, c'est un TIE intercepteur. Et puis on nous qualifie ce gars-là, ce Banshee de Bestine, dont on ne verra pas du tout le visage, hein, de tout le comics, comme quelqu'un qui est très très doué dans le First Order et qui a déjà pas mal descendu de quelques, ils disent une vingtaine, trentaine de vaisseaux, alors que sur son casque, on voit qu'il y a une espèce de marque, comme tu sais, quand tu es en prison et que tu comptes les jours, là, il a compté ses victimes, j'ai l'impression, et je les ai comptées, il y en a plus d'une centaine quand même. Alors je ne sais pas si les chiffres de la résistance. Je ne me suis pas donné la peine de les compter, Jean, donc une chance que tu es là. Voilà. Oui, bon, c'est des 5 en 5, c'est pas très compliqué. Puis voilà. Bref, je vous montrerai la case tout à l'heure. En tout cas, bon, on a un petit dogfight bien sympathique là, entre Poe et puis le squadron de Banshee de Bestine. Et tous nos héros vont se faire massacrer. Poe, lui, réussit à s'en tirer, mais va se cracher donc, sur la planète Nar-Kaga. Ils se rendent à la capitale de la planète et rencontrent leur contact qui va leur fournir un uniforme alors de capitaine pour Poe Dameron. Et BB-8, on le verra, il a juste un espèce de chapeau qui ferait Disons que ça, c'est le côté blague jeunesse. de format jeunesse. Là. Voilà, exactement. Comme s'il y avait un chapeau libanais, là, tu sais. Exactement. Qui fait un petit peu anguleux à la astromech du First Order, mais bon, qui garde ses couleurs orange et il va s'infiltrer dans la base avec ses couleurs orange sans que personne ne dise rien. Mais encore une fois, c'est un comic jeunesse, on va pas trop batailler sur le scénario. En tout cas, Poe et Bébé et Bibi vont infiltrer la base du premier ordre pour se rendre compte, voilà, cliffhanger du premier numéro, que le Codebreaker n'est pas un appareil, mais une enfant. Donc la jeune fille, tu l'as dit, c'était une mune du nom de Sheka. Et elle possède aussi des implants cybernétiques autour de la tête à la manière de Lobot, tu sais, le pote de Lando, qu'on voit dans l'épisode 5. Là. Et donc grâce à ça, ça lui permet de pirater, de slicer, et donc de décrypter les codes informatiques. Et elle est utilisée par le First Order pour décrypter les codes de la résistance. Voilà. Le trio va s'échapper tant bien que mal de la base, hein, car évidemment, et malgré son costume, Poe Dameron reste Poe Dameron et va se faire vite repérer, hein, ça va être le gros bazar. Il va retrouver son X-Wing, qui n'est pas son Black One. Hein. Là, il a utilisé notre X-Wing bleu classique de la Résistance. Mais là, voilà, le First Order va l'exploser, donc plus moyen de s'échapper de la planète. Et entre-temps, Leia et la Résistance vont avoir vent des mésaventures, des difficultés de Poe Dameron via Snap Wixley, qui a alerté la Résistance. Quoi. Snap, encore une fois, un personnage qu'on connaît bien si vous avez lu la série de Charles Soule ou lu les romans de Aftermath de Chuck Winding, aussi c'est un personnage de ces romans-là, et qu'on voit dans les films également, il est là dans les 3 films, je crois. Snap, non, lui, il meurt dans le premier, je pense. Dans le premier, il meurt, ok. Ouais, après, dans les films, il était tellement pas mis en avant que je suis sûr que pas mal sont passés à côté de ce personnage, qui pourtant est important en littérature. Ensuite, on a Poe, Baby et Chica qui ont leur tête mise à prix maintenant, et ils vont retrouver leur contact qu'on a vu dans le numéro 1. Alors le contact va les aider juste avant de les trahir, parce que bien évidemment il est attiré par la prime. Hein. On en apprend un peu plus sur le passé de Chica, la Codebreaker. Donc son père a en fait utilisé ses capacités pour le clan bancaire. On se rappelle, dans la prélogie, tu l'as dit, les Mun tenaient le clan bancaire.
Et voilà, le père de Chica va ensuite donner sa fille au Premier Ordre, en fait, et le Premier Ordre va l'utiliser comme on le sait. Soudain, une immense masse du nom de Grumgar, qu'on a sur la couverture du numéro 3, va les attaquer pour récupérer la prime. Donc la grosse baston, le First Order va arriver, et nos héros vont quand même réussir à s'échapper et prendre une navette pour une station spatiale en orbite de la planète qui se trouve être, et c'est là le lien avec la prélogie, qui se trouve être un musée d'une bataille. Alors là, j'ai pas le nom de la bataille, hein, c'est une bataille spécifique de la guerre des clones. Donc c'est un musée où tu as tout plein de modèles de droïdes, de vaisseaux de l'époque de la guerre des clones, et le guide de ce musée-là n'est autre qu'un Battle Droid modèle B1. Donc gros clin d'œil, ça fait plaisir. Poe Dameron va envoyer de là un message à la Résistance pour venir le chercher, et le Premier Ordre va intercepter ce message, et donc va se pointer à ces coordonnées-là, au niveau du musée, et avec Banshee de Bestine, effectivement, et son squadron, mais également un énorme Star Destroyer. Donc voilà, tu as la grosse armada du First Order qui se pointe, et comme Poe se trouve dans un musée rempli de vaisseaux, il va évidemment se battre à bord de l'un d'entre eux. Donc là, on a un super dogfight dans numéro 4 entre un Poe qui mérite définitivement sa réputation de meilleur pilote de la Résistance. Il est impressionnant avec un vieux vaisseau. Et un Banshee qui ordonne en personne que personne n'abatte Poe. Lui, il veut se le réserver. Il sait que Poe Dameron, c'est un ace aussi, donc il veut se faire Poe Dameron tout seul, quoi. Voilà. Malheureusement, Poe, il est meilleur que Banshee, hein, donc Poe va réussir à se débarrasser de lui, sans le tuer, hein, sans l'exploser vraiment, mais il va finir un petit peu comme Dark Vador en fin d'épisode 4, à voler dans l'espace avec un vaisseau incontrôlable. Et malheureusement, Poe va se retrouver devant le Star Destroyer, et c'est à ce moment-là que la Résistance et Snap Wexley vont arriver à la Restus. Donc voilà, First Order va être un peu apeuré. Donc il va s'échapper, tout est bien qui finit bien. On a Poe et BB-8 qui vont rentrer sains et saufs à la base de la Résistance. Chica, elle, quant à elle, elle avait réussi à s'échapper avec l'aide du droïde B1, là, j'ai plus son nom, parce que c'est un droïde B1, avant que le musée station n'explose. D'ailleurs, ça faisait partie un peu de la bataille finale. Ouais, on pensait que dans le fond, qui nous montre ça. Voilà, c'est ça. On pensait vraiment qu'elle allait y passer. Et non, en fait, donc le B1 la ramène auprès de sa mère. Mais ça, tu vois, Poe va garder tous ces détails concernant Chica pour lui, dans son rapport à Leia. En fait, il va mentir à Leia et lui dire que la fille a été tuée lors de l'explosion, parce qu'il y a toute une intrigue secondaire où justement la fille et Poe discutent, et la fille a peur que la Résistance l'utilise comme le First Order l'utilisait, tu vois, et Poe, il a des états d'âme, et puis il va y penser aussi, il va se dire, ouais, il faudrait mieux qu'on la ramène à ses parents, enfin à sa mère du moins, parce que son père c'était un gros pourri. Bref, et c'est ce qui se passe, mais voilà, à toute fin, Leia n'est pas dupe, elle a bien compris que Poe a fait ce qu'il fallait et a ramené, a promis la fille à un meilleur avenir, en fait, tu vois, plutôt que de rester à la c'est ça. C'est voilà. Sous-entendu, c'est pas net, là. Ouais. Exactement. Voilà Il fera pas la cour martiale pour ça. Exactement. Ok, voilà, écoute, je te laisse développer un petit peu. Moi, je vais essayer de montrer le. Dans le fond, écoute, je pense que les gens auront compris, c'est de l'action, ça passe très vite, fait que tout arrive très vite. Il y avait peut-être du matériel pour plus que 4 numéros, de mon point de vue, là. Entre autres, petite rivalité entre deux as du Premier Ordre, et puis des trucs comme ça, là. Les batailles aussi, des fois, vont assez vite. J'ai remarqué aussi certaines pages que, justement, on saisit un petit peu mal, là, où c'est comme si les événements se déroulaient trop vite là, pour les cases, là, ou pour je pense entre autres à une poursuite au sol, là, je parle, sur la planète, avec au travers d'un troupeau de bœuf, là, ou de je sais pas c'est quoi le nom de la bestiole, là, de porc ou de bœuf. Ouais. C'est les Puffer Pigs, c'est les Puffer Pigs qu'on avait vus dans, je sais plus si c'est dans Rebels ou The Clone Wars, ou les deux peut-être. Ils ont un design très rebelle. Ouais, voilà. Et des cochons que si jamais tu les déranges trop, ils se mettent à gonfler, à s'envoler. C'est très con comme idée. Mais... Ah, ok, c'est les mêmes. Okay. Ouais, c'est les mêmes. Ouais. Et justement, dans le comics là aussi, il y a un moment où il y a un trooper qui va atterrir là-dedans, et puis ils vont se mettre à s'envoler, puis le fermier, entre guillemets, va dire not again, tu vois, en mode ça c'est déjà arrivé que ces cochons s'envolent. Bref. Très jeunesse, encore une fois, avec des blagues qui me font quand même sourire. Hein. Je t'avoue que celle-là m'a bien fait rigoler quand même. Ouais, c'est ça. Faut quand même garder qu'on est dans un registre de, comment dire, c'est ça, d'un peu rigolo, bonne humeur, etc. Fait que ça, côté histoire, moi, j'ai rien à redire. Là,
ça remplit parfaitement son mandat là, de série un peu plus jeunesse, série d'action, série sur Poe Dameron, etc. Ouais. Puis le petit twist là, que le Codebreaker, justement, soit un individu, un enfant en plus, là, puis que c'est ça, Poe Dameron va faire le choix de ne pas le ramener à la résistance, de plutôt le ramener chez lui. Bon, c'est pour montrer que c'est les gentils Oui, versus oui. les méchants. Ouais. Ah, c'est un peu touchant, tu vois, comme ouais, ouais, Ouais. j'ai pas versé ma petite larme, quand même, tu vois, faut pas déconner. Non? Mais oui, c'est une histoire qui m'a beaucoup plu. Là, voilà, j'ai enfin, réussi à trouver l'image où, le fameux, le Ouais. fameux Banshee de Bestine, pardon, qui a ces espèces de marques sur le casque et donc tu disais que c'était un casque, ancien modèle, c'est ça? Non, pas ancien modèle, mais qu'on a vu dans la série animée Résistance. Ah pardon. Que là, je me demande si c'était pas l'autre personnage qui est rouge. Là. Ah Donc, oui, ben alors là par il y contre a tu un parlais autre de identique, mais rouge, puis il y a comme une rivalité entre les deux. On le voit là, voilà, avec son TIE Fighter, TIE Intercepteur rouge. c'est ça. Lui, je crois qu'il était dans la série Résistance. Ouais. Mais bon, faut avouer que j'ai pas réécouté 4 fois la série Résistance. Là. Je sais que tu as insisté souvent pour qu'on en fasse une critique, là, vu Oui, il qu'on faut n'avait jamais fait de la saison 2, je pense. oui, il faut Mais toujours bref, qu'on ouais. ouais, Fait que faut ça, toujours c'est qu'on des petits côtés qu'il n'y avait pas dans les films, mais qu'on avait déjà dans du comics puis dans autre chose. Ouais. ouais, bah, écoute, je suis en train d'essayer de retrouver le nom de ce personnage-là avec son uniforme bleu, rouge exactement, ainsi que son taille, c'est quoi? C'est Silencer? Non, c'est peut-être pas le Silencer. Je pense que c'est taille intercepteur comme dans le temps de Interceptor. l'Empire, mais Tu bon, raison, ouais, c'est un c'est à intercepteur, voilà. vérifier. Et c'est le personnage de Elric von Reg, voilà, qu'on voyait dans la série Résistance, que j'adore, que j'aime beaucoup, effectivement. Ouais, et il y a pas mal de petits clins d'œil comme ça à Résistance, Ouais. à la série de Poe Dameron aussi. Il y a les mentions du fameux Black Squadron. On se rappelle que Poe Dameron était à la tête du Black Squadron dans la série de Charles Soule, Ouais. et avec Snap Wexley en second, entre guillemets. Alors les autres du coup Squadron font pas partie de l'aventure, là, tu vois, ils sont juste mentionnés. Mais voilà, donc ça fait plaisir de voir des Ouais, petits ben, je liens pense entre les 2. que justement, c'était dans la série de Charles Soule qui formait cet escadron-là. Ouais. Oui, On exactement. les voit, là, on voit Snap puis un autre, là, mais bon. Ouais. Non, c'est bien rattaché au reste. Puis tu sais, on sent qu'Ethan Sachs connaît sa postlogie. Il faut dire que, comme on disait tantôt, c'est lui qui a écrit Galaxy's Edge. Alcyon, c'était-tu pendant? Non, c'était pas pendant la postlogie. Hein. Alcyon, c'était pendant la prélogie, je crois. En fait, il y avait Alcyon, ça allait dans toutes les époques de la Haute République jusqu'à la postlogie, en fait. Tu avais Ok. plusieurs épisodes qui faisaient toute l'hôtel était tellement ancien, Ouais. enfin le vaisseau hôtel qui faisait toutes les ères en fait connues. Ouais, c'est ça. Galaxy's Edge aussi, c'était des flashbacks. Puis Ouais. c'est lui qui avait fait Allégeance aussi, Oui. qui était aussi une série sur Poe Dameron puis Finn, entre autres, là, pendant l'entre 8 et 9, je crois. 8 et 9, ouais, c'est ça, je crois Ouais. que c'est ça. Et là, voilà, Bref, non, c'est ça. C'est bien attaché. Puis moi, revoir des batailles avec des vaisseaux de la prélogie, ça fait toujours plaisir. Donc, mais oui. Alors là, c'était un grosse surprise, hein, ce musée de la prélogie, là, avec tous ces vaisseaux. Donc, gros clin d'œil à tous les fans de The Clone Wars, c'était vraiment excellent. Et donc là, on voit donc Poe Dameron dans le dernier numéro qui va te prendre un. Alors, c'est l'ancêtre du X-Wing, là, j'ai plus le nom. Les fanats de vaisseaux me diront. Ah là, et là, vous voyez, donc, vous avez le Banshee et vous avez donc le fameux personnage de Résistance qui est en dessous, là, avec son costume rouge. Et pareil, donc cette rivalité, pareil, j'ai bien aimé à la toute fin où tu as justement le personnage en rouge qui a Poe en visée, mais Banshee va te dire non, il est à moi. Donc il dit ok, je te le laisse, mais évidemment Banshee va rater. Et donc le personnage rouge, c'est comment il s'appelle? Encore une fois, j'ai oublié son nom. Il y a un nom, hein, Elric, voilà. Elric va dire, mais voilà, t'as voulu jouer avec ça, maintenant tu te débrouilles, quoi. Donc moi, j'espère revoir Banshee quand même dans. Tu vois, c'est un bon antagoniste à Poe, justement, le pendant First Order de Poe. Donc j'aimerais bien le ouais. revoir dans d'autres personnages. J'aimerais bien voir les gueules qu'ils ont aussi. Alors peut-être que dans la série, je ne me rappelle plus, la série de Résistance, on voyait Elric, mais Banshee aussi. Moi, comment il est dessiné, j'avais l'impression que c'était un personnage féminin, tu vois, avec des hanches très fines. Et je me suis dit, ah, j'ai pas remarqué. ouais, donc j'aurais espéré voir sa tête, mais non, pas pour le moment, donc peut-être à l'avenir. Puis après, Sinon, écoute, la question aussi qu'on peut demander, là, c'est est-ce qu'on s'ennuyait de la postlogie ou est-ce que ce comics-là, ben là, toi, tu dis que ça t'a donné envie de lire la BD de Charles Soule, donc je te la conseille, là, si tu ne l'as pas lu. Mais au-delà de ça, moi, j'aime le personnage de Poe Dameron. Je déteste pas la postlogie, mais je dois avouer que je m'en suis pas ennuyé. Tu sais,
vraiment, ça attire beaucoup moins mon intérêt. Puis, bon, j'imagine que si Disney en est à changer la temporalité de ces deux parcs là, en Californie et en Floride pour basculer vers la trilogie originale, c'est peut-être que je ne suis pas le seul. Mais bon, c'est ça. C'est une période qu'on a eu du matériel quand même. Tu sais, à la limite, il faudrait vraiment. Je serais curieux, mais si on explorait du pur nouveau, là, tu sais, de quoi d'espionnage dans le gouvernement de la Nouvelle République ou je ne sais pas trop quoi. Là. C'est vraiment quelque chose qu'on n'a jamais eu encore. Là, bon, il faut avouer que c'est une petite aventure comme on en a eu plusieurs. Ouais, parce que niveau politique, donc Leia fait partie du truc, elle est vite fait là. Il y a peut-être un petit détail sur, pareil, une sous-intrigue où il y a un gouverneur de la planète, justement, de Narcana, qui va mettre des bâtons dans les roues à Poe, justement, qui va envoyer tout ce qui est message de détresse directement en First Order, tu vois, parce que lui, il fait ses deals avec les Hutt. On rappelle, on est dans l'espace Hutt, là, donc le gouverneur est un peu shady aussi. Donc ouais, c'est intéressant, mais vite fait, c'est très très vite survolé, mais bon. Sinon, écoute, il y a les couvertures qu'on n'a pas parlé. Effectivement, en couverture. Alors attends, pendant que tu les affiches. On a deux, je pense, deux différents. Voilà, il y a 4 couvertures régulières. Les 4 sont faites par un certain Diego Galindo, qui lui a pas fait grand-chose sur Star Wars. Il a fait pas mal de Stranger Things, de Power Rangers, de Transformers, par exemple, du Firefly, c'était aussi. Du Pathfinder, mais c'est pas le Pathfinder qui sont en ce moment chez Star Wars, c'est une autre série qui s'appelle Pathfinder. Bref, des couvertures moi, que j'ai trouvées très jolies, très efficaces, très réalistes, on va dire. Ouais, un style réaliste. Par contre, autant, par exemple, le visage de Poe Dameron ici va être magnifique, là, vraiment en pleine page, autant en plus petit, là, sur la 2, les deux visages, je les trouve catastrophiques. Je ne sais pas ce qui s'est passé. La 2, ouais. La 2, j'ai un peu de mal à accrocher. J'aime beaucoup le point de vue avec... Les visages, c'est comme si ça avait été dessiné par quelqu'un d'autre. Ou c'est vraiment étrange. J'ai tiqué sur la 2, effectivement, aussi, même si très cool de voir, et on les a, ces personnages-là, avec les Riot bâtons, là, je ne sais plus comment on appelle ça, les staffs électriques. Et pareil, gros clin d'œil à l'épisode 7 avec ce passage que j'adore, avec le Finn versus c'est Nines, si je me rappelle bien, le Stormtrooper qui était son pote à l'époque, et qui le gueule traiteur avec son staff bâton. Ouais, sur Taco Dana. Ouais, c'est très cool. Justement, d'ailleurs, j'ai pas fait la recherche, mais j'imagine que c'est le même personnage qu'on voyait sur Taco Dana. Exactement. Ouais. Garnark, j'arrive pas à prononcer, c'est exactement le même qu'on voyait dans le château de Takodana de Maskanata, avec la fameuse espionne qui va appeler le First Order parce qu'elle a spoté BB-8. Donc c'est exactement le même, complètement. Et donc pour les variantes cover, alors pas beaucoup de variantes, et c'est généralement le cas chez Dark Horse, contrairement à Marvel qui inonde le marché. Dark Horse, c'est un peu plus enfin il y a beaucoup moins de couvertures variantes chez eux. Là il n'y en a eu que 2. Et juste pour la numéro 1, donc une par Pye Parr et l'autre par Sean Gordon Murphy, qui sont, ma foi, très sympathiques. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi. Oui, tout à fait. Dans les deux cas, moi, je les aime bien. Donc, je les aime mieux que la numéro 2, mais tu sais, on a tellement vu pire sur d'autres séries récemment. Là, donc, mais le pire, c'est que le TPB puis l'album Panini utilise la numéro 1, mais tu vois, moi, c'est même pas celle-là que j'aurais choisi personnellement. Là, la 3 et 4, je les trouve vraiment supérieures. Mais tu vois, la 3, moi, je comprends, parce que, oui, ça c'est pas très, très significatif de ce qui se passe vraiment dans le comics. Par contre, la 4, oui. Voilà, la 1, tu l'as, non? La 1, vraiment, elle me plaît énormément. Vraiment, c'est beau, là, mais c'est juste que je préfère les deux autres. Mais bref. En tous les cas, c'est coloré, ça attire l'œil, et justement, dans un magasin de comics ou dans une librairie, ça risque plus d'attirer le regard et de faire vendre des copies. Fait que très bonne chose. Voilà, pour ce tome-là. Écoute, j'avais quelques easter eggs, on va dire, vite fait. Mais, par exemple, Narkaga, qu'on disait être dans le Hut Space, elle a apparu dans un jeu de rôle, The Force Awakens, donc c'est vraiment très très obscur, mais en fait c'est une Planet Legends qui a été recanon dans la série Bounty Hunters. Donc tu vois, Ethan Sachs ne va pas jusqu'à inventer une nouvelle planète, mais il va reprendre des trucs un petit peu, pas très connus, un petit peu obscurs, parce que même dans le Legends, Narkaga était vraiment cantonné au jeu de rôle, bizarrement. Elle n'est pas apparu dans beaucoup de romans ni de comics, une seule fois dans un roman de Troy Denning, là je vois, les Destiny Jedi, un tome des Destiny Jedi, et c'est tout. Le reste c'était que du jeu de rôle, et donc là, Ethan Sachs l'utilise là, donc c'est très très cool.
Il y avait quoi d'autre? Non, mais c'est ça. Après, c'était Nines, c'était effectivement le personnage de l'épisode 7. Si, vite fait, le personnage de Billy Lourdes, la fille de Carrie Fisher, là, le lieutenant Connix. Et alors ça, je ne sais pas si tu le savais, mais j'ai appris que le lieutenant Connix est un rôle qui a été créé par J.J. Abrams pour la fille de Carrie Fisher, parce que la fille de Carrie Fisher, donc Billy Lourdes, avait participé au casting pour jouer Ray, en fait. Donc, Ray, non, je ne savais pas. Ouais. Bon, qui a finalement fini à Daisy Ridley. À mon avis, c'est très dommage que ce ne soit pas elle qui ait joué Ray. Mais je mentionne que, tu vois, quand on la voit dans le comics, je ne sais pas si on la voit plusieurs fois, mais au moins une des fois, ça fait partie des personnages à la George Gentil. Donc, elle est un peu au fond de la salle et elle n'a pas de visage. Là, c'est vrai. Elle n'est pas facilement. C'est très dommage pour une jeune femme aussi jolie. Donc, Mais j'aurais adoré la voir en Ray, mais est-ce que les gens n'auraient pas capoté, comme vous dites, sur le fait que la fille de... Voilà. Là, ça aurait été pas mal. Si elle n'aurait pas été la fille de Léa, ça aurait été compliqué. Bref. Ensuite, pour le perso du contact de Podamon, là, on l'a vu, c'est un Iktochi. Là, alors, les Iktochi, c'est comme le maître Jedi Sassitin, là, avec des espèces d'énormes cornes sur le côté, en mode Seigneur d'Anneau. Une des cornes est cassée. Je trouve ça intéressant comme design aussi. Donc, ça rend vraiment bien, je trouve. Tu l'as dit, donc les Muns, donc la race de Dark Sidious. Et on apprend aussi donc Plagueis. Plagueis, qu'est-ce que je dis, Sidious, Plagueis, voilà. Plagueis. Et oui, on apprend donc là aussi pareil, la mère de Podamron, donc on se rappelle Shara Bey, elle n'est jamais trop mentionnée, mais elle est souvent comment on dit, pas mentionnée, mais disons qu'il va faire allusion à sa mère pour plusieurs fois. Ouais, on l'a eu dans une couple de comics. Hein. C'est ça. C'était une résistante très connue au temps de la guerre contre l'Empire. Et on a appris déjà qu'elle était décédée. Elle est morte du bloodburn. Je ne sais pas si tu te rappelles, la fameuse maladie qui touche ceux qui restent trop longtemps dans l'espace, en fait. Une espèce de maladie où il y a quelques personnages. C'est pas dans le roman sur Podamron qu'on apprenait ça? Ah, peut-être, effectivement. Voilà. Et juste pour dire, voilà, le vaisseau que va emprunter Poe à la fin, pour les amateurs de vaisseaux, c'est un Z95, un Z95 Headhunter, et qui est donc effectivement un proto X-Wing. Voilà. Donc après, vous voyez toutes sortes de droïdes. On voit même un Namut Starfighter, tous les vaisseaux de la prélogie. C'était vraiment très très cool, le côté musée. C'était vraiment bien. Et un autre truc, vraiment, j'aimerais revenir sur le B1, donc le guide, qui est très jeunesse dans sa caractérisation aussi, très drôle. Surtout le passage où tu as BB-8 qui va faire tomber justement tous les droïdes. Et là, tu as le B1, le guide qui va sortir. Voilà, ça me rappelle des traumas de l'époque de la guerre des clones, où tu as tous les droïdes qui tombaient comme ça. C'était très drôle en mode domino. Bref, c'est tout pour les clins d'œil. On va pouvoir donner une petite note à ce comics. Écoute, moi, j'ai tout dit. Je ne me répéterai pas. Je vais y donner un 13 sur 20, un 65%. Pour moi, c'est ça. Il aurait mérité un peu plus si ça n'avait pas été des dessins. Ok, écoute, on sera un petit peu concordant avec nos appréciations, ce qu'on avait dit. Moi, je vais mettre un petit 16 sur 20. Très agréable, classique et mais efficace, encore une fois, pour tout âge. Moi, les dessins m'ont pas trop chamboulé, donc dites-nous dans les commentaires si les dessins vous ont dérangé ou pas. C'est intéressant quand même comme discussion. Tu vois, je m'attendais pas à avoir des critiques sur le dessin, je m'attendais plus à que tu critiques l'histoire un petit peu simpliste. Bon. Mais voilà. Comme quoi, on n'est pas si prévisible. C'est ça. Et donc voilà, on va pouvoir conclure cette émission-là. Francis, qu'est-ce que tu en penses? Tout à fait. Écoute, pour ce qui est des prochaines émissions, comme je mentionnais, évidemment, on est sur la série Maul qui se continue donc à 2 épisodes par semaine. Donc, il y a une émission de Star Wars en direct par semaine et on alterne entre l'équipe nord-américaine et l'équipe française. Sinon, là, plus on va se rapprocher du film Mandalorian Grogu, plus c'est probable qu'on ait des émissions qui s'en viennent là-dessus. Et sinon, en littérature, comme je disais, selon le décalage, le report de l'album de Dr. Aphra, comme je disais, c'est très possible que la prochaine émission de littérature soit sur le Dr. Aphra. Et sinon, je ne veux pas faire de promesses, mais Jean, tu te souviendras qu'on s'était dit qu'à la fin, en français, de la Haute République, on ferait un bilan de la Haute République. Puis on a une pause quand même, côté roman, jusqu'au mois de juillet.
Donc, c'est peut-être là, dans les prochaines semaines, mois, là, il va peut-être avoir une émission bilan de la Haute République pour vous. Effectivement, vu que le roman, tout dernier roman de la Haute République sort le 30 avril. Donc, oui. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, là, je me dis, est-ce qu'on laisse le temps aux gens un peu de le lire ou Ouais, il faudrait, Comme ouais. vous voyez, c'est pas encore organisé. Donc, ça s'en Ça, vient. et puis, plus le fait que il y a des tomes de comics encore qui sortent un petit peu après le dernier roman. Donc, ouais, faudrait peut-être laisser le temps à notre Ben, je lecteur. crois que le dernier comic sort Oh, juste à peu avant. près en même temps. Là, il sort le 6 mai, Ah oui, effectivement. Ouais. Donc, une semaine après. Là. Ouais. effectivement. Bon, mais en tout cas, on a encore pas mal d'émissions à préparer et à faire. Donc, très, très cool. Merci à toi, Francis. Et merci à vous, à tous et à toutes, de nous avoir écoutés. On vous rappelle encore une fois de nous laisser des notes, des commentaires, surtout sur tous nos réseaux sociaux, plateformes d'écoute. Nous sommes absolument partout. Je ne vais pas les répéter. Tu les as dit en début d'émission, Francis. Pensez aussi à passer, si vous le voulez, dans notre boutique Redbubble pour vous procurer toutes sortes de goodies aux couleurs de Star Wars en direct avec de superbes designs réalisés par notre leader suprême, Danny lui-même. Donc voilà. Et puis voilà, mais encore une fois, merci à toi, Francis. Encore une fois, merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés jusqu'au bout et que la force soit avec vous.